Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Nous allons commencer ce webinaire. Donc, j'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue dans ce webinaire sur l'opérationnalisation de la supplémentation en vitamine A dans le contexte du Covid-19. Ce webinaire est organisé par GAVA, l'Alliance globale pour la vitamine A. Je suis Anne-Sophie Ledin, spécialiste en nutrition, en charge des questions de nutrition chez le nourrisson et les jeunes enfants au bureau régional de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Nous espérons que vous allez apprécier ce moment d'échange et de discussion et que ce webinaire sera utile pour vous guider dans la mise en œuvre de vos programmes. Ceci à un moment très critique où nous devons tous faire le maximum pour protéger les enfants et maintenir de bonnes couvertures de supplémentation biannuelle en vitamine A pour 2020. Nous vous invitons à vous présenter nom, prénom, institution dans la zone de chat et à poser vos questions dans la zone de Q&A. Donc, évitez de poser des questions dans la zone de chat puisque les différents modérateurs ne vont pas regarder les questions dans la zone de chat. Mettez bien vos questions dans la zone Q&A. La présentation et l'enregistrement seront partagés avec tous les participants à la fin. Je vous présente ici l'équipe du webinaire. Mon collègue Elassane Tou, que vous voyez donc en bas à droite de l'écran, est spécialiste en nutrition au bureau régional de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Elassane va suivre vos questions dans la zone de Q&A et les attribuer aux panélistes ou vous apporter directement des éléments de réponse dans la zone de Q&A avec l'appui des panélistes. Donc, merci à Elassane pour ce travail. Vous pouvez voir sur la zone de gauche les différents présentateurs que je vais introduire directement lorsqu'ils feront leur présentation. Nous aurons donc 5 grands moments dans ce webinaire. Suivant, next. D'abord, une brève introduction. Ensuite, une session qui va nous rappeler le contexte dans lequel la guidance opérationnelle GAVA a été développée. Ensuite, une présentation qui va se focaliser sur le contenu de la guidance, à savoir la préparation de la supplémentation en vitamine A, mais aussi comment administrer la vitamine A de façon sûre. Nous aurons ensuite une session de questions et réponses qui vous sera tous très utile. Et enfin, une conclusion. Next. Nous allons maintenant commencer les présentations avec l'introduction. Cette introduction sera réalisée par Alison Gray, qui est le directeur technique de Nutrition Internationale, également présidente de l'Alliance globale pour la vitamine A, GAVA. À vous, Alison. Merci Anne-Sophie. Bonjour à tout le monde. On commence avec GAVA. Qu'est-ce que c'est? GAVA est un groupe conseil technique formé de partenaires voués à aider les pays à intensifier et améliorer leur programme de supplémentation en vitamine A. La supplémentation est particulièrement importante dans les régions où la carence en vitamine A représente toujours un problème de santé publique. GAVA se veut un moyen pour accélérer les progrès qui favorisent la survie des enfants et pour réduire l'impact mondial de la carence en vitamine A. GAVA fournit une tribune qui développe des consensus au niveau de la recherche, de l'élaboration de politiques et de programmes. Et nous prenons des actions concrètes et nous partageons les leçons apprises. Nous coordonnons aussi l'élaboration de politiques et de lignes directrices, le tout appuyé de preuves et de données existantes. Toutes ces actions soulignent l'importance du rôle de la vitamine A pour les enfants d'âge préscolaire dans le cadre d'autres programmes de contrôle des carences en vitamine A et de survie des enfants.
GAVA se penche sur 4 grands objectifs. Créer le consensus en faveur de politiques et de programmes de supplémentation en vitamine A fondés sur des données probantes. Identifier et combler les lacunes prioritaires en matière de connaissances dans les programmes de SVA. Fournir un appui au programme pour améliorer la mise en œuvre et le suivi efficace des programmes de SVA et plaider en faveur d'une volonté politique et d'une attention soutenue et pour le soutien financier et technique à la SVA là où le besoin se fait sentir, dans le contexte du paysage nutritionnel mondial plus large. Donc, qui est GAVA? L'UNICEF, le Helen Keller International, HKI, et Nutrition International, NI, sont les principaux partenaires de GAVA et le sont depuis de 15 ans pour ce qui est de la supplémentation en vitamine A. En plus de ce noyau, il y a un vaste réseau de collaborateurs réguliers et d'experts, notamment l'OMS et le CDC aux États-Unis, ainsi que des académiciens et des experts de la vitamine A du monde entier, ce qui nous donne un réseau très diversifié. Bien que Nutrition International, basé à Ottawa, au Canada, accueille le secrétariat, notre partenariat n'est pas seulement d'envergure mondiale. Il œuvre dans diverses régions du monde et, lorsque cela est possible, au niveau des pays. Comme nous l'avons déjà mentionné, GAVA vise à atteindre des consensus sur un éventail de questions et d'enjeux. L'Alliance interprète également les lignes directrices mondiales pour aider les pays à les appliquer. Voilà pourquoi, en cette période de pandémie de COVID-19, GAVA a voulu réagir rapidement pour satisfaire aux besoins émergents des personnes qui travaillent sur le terrain. GAVA a examiné les données existantes, a rallié un consensus et a diffusé les recommandations, les connaissances et les pratiques exemplaires les plus à jour qui permettent d'adapter les programmes de SVA à l'intérieur d'un pays. Grâce à l'orientation de haut niveau de l'OMS sur l'immunisation et les autres services de nutrition de santé pour les enfants, les partenaires de GAVA ont publié une déclaration de consensus pour guider les politiques et les décisions stratégiques qui portent sur l'administration de la SVA et qui doivent se prendre rapidement. GAVA a aussi préparé un document d'orientation opérationnelle pour aider à planifier les interventions et à fournir la formation nécessaire aux agents de santé. Le document aidera les agents de santé à poursuivre l'administration sécuritaire de vitamine A pour sauvegarder la vie des enfants tout en minimisant les risques de propagation de la COVID-19. L'UNICEF, la HKI et NI ont mis au point ce séminaire web dans le but de diffuser à plus grande échelle l'orientation opérationnelle de la GAVA. J'espère que vous avez tous reçu et lu ce guide d'orientation. Le webinaire nous donne toute l'occasion d'approfondir la raison d'être et la justification de certaines recommandations. Mais plus important encore, nous désirons entendre vos réactions face à ce guide d'orientation. C'est avec grand plaisir que nous attendons vos questions. Il se peut que certaines informations aient besoin d'être clarifiées en fonction de l'expérience que vous avez reçue jusqu'à présent. Nous invitons aussi vos suggestions sur d'autres lignes directrices que vous aimeriez obtenir de partenaires de GAVA. Donc, au nom de l'Alliance et de Nutrition International, je vous souhaite la plus cordiale bienvenue à tous nos participants aujourd'hui. J'entrevois une discussion très riche. Merci. Merci Alison pour cette introduction.
Avant de passer à la prochaine présentation, je vous invite à utiliser la zone de Q&A pour partager vos questions. Nous pourrons ainsi les adresser à la fin du webinaire. La prochaine présentation sera réalisée par Banda Ndiaye, que vous voyez sur l'écran. Banda est le sous-directeur adjoint régional pour l'Afrique de nutrition internationale. Il est basé à Nairobi, au Kenya. La présentation de Banda nous permettra de mieux comprendre le contexte dans lequel la guidance opérationnelle a été développée. À vous, Banda. Comme l'a dit Anne-Sophie, je voudrais au cours des 10 prochaines minutes aborder avec vous deux questions qui nous semblent être fondamentales. La première, pourquoi est-il essentiel d'assurer la continuité des services de distribution de vitamine A aux enfants dans le contexte de la pandémie de COVID-19? Et la deuxième, pourquoi GAVA a-t-il publié une déclaration concernant la supplémentation en vitamine A dans le contexte de la pandémie de la COVID-19? Comme vous le savez, la supplémentation en vitamine A est une intervention essentielle de survie de l'enfant et en raison du rôle que joue la vitamine A dans le renforcement du système immunitaire et dans la réduction du risque de mortalité chez les enfants, elle est tout aussi importante, sinon plus que maintenant. Alors que la COVID-19, nous le savons, en elle-même constitue un risque et une menace pour la vie et la santé de la population, et elle attire actuellement la plupart de l'attention des décideurs, il ne faudrait aussi pas perdre de vue qu'elle contribue également à augmenter le risque de morbidité et de mortalité d'autres problèmes de santé publique et de nutrition, de par ses conséquences sur le plan économique et socio-sanitaire. Ainsi donc, il nous paraît important de se préoccuper autant de la réponse à apporter à la pandémie qu'à la continuité des services essentiels pour la survie de l'enfant et de la mère, dont la supplémentation en vitamine A. La carence en vitamine A, on le sait, est un problème de santé publique qui prévaut et qui prévalait bien avant la survenue de la pandémie de la COVID-19 dans la plupart de nos pays. Elle touche à peu près 190 millions d'enfants de moins de 5 ans dans le monde. Et comme beaucoup d'entre vous le savent déjà, la carence en vitamine A prédispose les enfants à un risque accru d'une série de problèmes de santé, y compris les maladies respiratoires, la diarrhée, la rougeole, la cécité. La carence en vitamine A peut aussi conduire au décès des enfants. C'est pourquoi, encore une fois, il est essentiel d'assurer la continuité de la supplémentation en vitamine A et de nous assurer que nous continuons à avoir des couvertures élevées en vitamine A dans le contexte de la COVID-19. La carence en vitamine A reste encore très élevée dans la plupart de nos pays et comme vous le voyez sur ce slide, de 1990 à 2013, la situation s'est très peu améliorée. Donc, il y a eu très peu de changements au cours de de 90 à 2013, à la lumière des informations disponibles, plus particulièrement dans l'Afrique au sud du Sahara, où vous voyez que la carence en vitamine A, au contraire, a même augmenté en passant de 45% en 1990
à 48% en 1993. Nous savons aussi que la supplémentation en vitamine A, bien que salvatrice, ne règle pas les problèmes sous-jacents de la carence en vitamine A. Pour lutter contre la carence en vitamine A, nous devons nous rappeler qu'il existe un certain nombre d'actions essentielles qui peuvent être mises en œuvre en complément de la supplémentation en vitamine A, et ce, même pendant la pandémie de la COVID-19. Ces interventions incluent la promotion de l'allaitement maternel exclusif et précoce, la promotion du régime alimentaire diversifié, la consommation d'aliments bio-enrichis et les aliments qui sont enrichis en vitamine A, comme on le fait avec l'huile dans certains pays. Nous savons depuis près de 3 décennies qu'une dose de vitamine A tous les 4 à 6 mois, de l'âge à 6 à 59 mois, peut réduire considérablement le décès des enfants dans les milieux où la carence en vitamine A est répandue et la mortalité des enfants de moins de 5 ans élevée. Et à l'image de beaucoup de solutions les meilleures au monde, la supplémentation en vitamine A est facile à exécuter et abordable. Pour aussi peu que 200 Américains, la dose, la supplémentation en vitamine A peut stimuler l'immunité et fournir une protection salvatrice à certains des enfants les plus vulnérables au monde. Pourtant, malgré qu'on sait que la vitamine A est très utile et peut nous aider à sauver beaucoup d'enfants, on a vu que au cours de ces dernières années, on a vu une réduction de la couverture en vitamine A aussi au niveau d'un certain nombre des pays, et où on a vu que la vitamine A était en train de perdre du terrain, là où elle importe le plus, en particulier dans les pays d'Afrique au sud du Sahara, qui constitue la région où les taux de mortalité des moins de 5 ans est parmi les plus élevés et où les enfants sont aussi susceptibles de continuer à mourir d'autres causes évitables. On craint beaucoup que la réponse de la COVID ait un impact négatif sur l'état nutritionnel des femmes et des enfants et que ceci pourrait s'aggraver avec le temps pour plusieurs raisons, y compris la perte d'emploi et de revenus, en particulier pour les ménages pauvres qui dépendent pour la plupart du travail manuel en raison des mesures de confinement, des fermetures d'entreprises et des restrictions à la circulation et au rassemblement de personnes pour prévenir la propagation de la COVID-19. Nous savons aussi qu'à cause de la COVID-19 et de la situation qui prévaut, les coûts des aliments nutritifs sont de plus en plus élevés en raison de la chaîne d'approvisionnement qui est perturbée et des perturbations dans la production alimentaire, de même qui est associée à une perte de revenus. Nous savons que les plus démunis consacrent une part beaucoup plus importante de leurs revenus à l'alimentation, ce qui signifie que leur capacité d'acheter des aliments nutritifs est fortement affectée. Cela peut contribuer au maintien et à l'augmentation de pratiques alimentaires inadéquates, en particulier pour ces populations les plus vulnérables et leurs enfants. Nous savons aussi que ces perturbations, la COVID, peut, à travers les perturbations des services essentiels de santé et de nutrition, peut aussi exacerber la carence en vitamine A et la mortalité qui lui est associée. Et nous avons l'exemple de l'épidémie de Ebola en Afrique de l'Ouest,
qui avait entraîné d'importantes interruptions dans les services de santé, où les soins ambulatoires ont été réduits d'environ 25% selon les informations qui sont disponibles. Et nous voyons qu'un récent exercice de modélisation du Lancet qui suggère qu'à peu près la prévalence de la malnutrition aiguë pourrait augmenter de 10 à 50% à cause du COVID, avec un excédent de 40 000 à 2 millions de décès dus à l'impact de la pandémie sur la détérioration économique, l'insécurité alimentaire et l'interruption des services de santé. C'est pourquoi ceci a amené GAVA à réfléchir et à réagir. Comme vous le savez tous, dès le 11 mars 2020, l'OMS a déclaré la COVID-19 une pandémie. Et compte tenu de la complexité et des implications sans précédent pour la santé publique de cette pandémie, ainsi que de la nécessité de la mise en œuvre obligatoire d'une distanciation physique, de la limitation des déplacements des personnes, du débordement au niveau des systèmes de santé en réponse à la pandémie, de la nécessité de détourner les ressources pour faire face aux perturbations de la pandémie et de la chaîne d'approvisionnement, l'OMS avait lancé un appel pour demander la suspension temporaire des campagnes de vaccination de masse. Elle avait appelé à adapter les services de vaccination de routine, le cas échéant, afin qu'ils soient menés dans des conditions sécuritaires pour les agents de santé et la communauté. S'inspirant de cet appel de l'OMS, au niveau du GAVA, dès le 7 avril, on a publié une déclaration similaire pour les campagnes de supplémentation en vitamine A, de même que pour la supplémentation en vitamine A dans les services de routine. Et dans cette déclaration, GAVA a recommandé de continuer la supplémentation en vitamine A à travers les services de santé et de nutrition de routine, en fonction de la situation locale au niveau de chaque pays. Et que les campagnes de masse soient suspendues à l'image des campagnes de vaccination comme recommandé par l'OMS, et de saisir toutes les opportunités de campagnes de vaccination en réponse à des flambées épidémiques potentielles, pour aussi y intégrer la supplémentation en vitamine A, de sorte qu'on pourrait éviter de rater les occasions manquées, et que les pays devraient commencer à planifier dès maintenant la distribution de la supplémentation en vitamine A en rattrapage dès que les conditions les permettaient. Au moment où on faisait cette déclaration le 7 avril, GAVA s'est également engagé à mettre à jour ses lignes directrices au fur et à mesure que de nouvelles informations étaient disponibles. Donc, c'est ainsi que le 22 juin, à la lumière des nouvelles informations disponibles, GAVA a actualisé cette déclaration par rapport à la supplémentation en vitamine A en réponse aux exigences de la pandémie de la COVID-19 et de la nécessité de maintenir la prestation de services essentiels dont la supplémentation en vitamine A. Donc, en même temps aussi où cette déclaration a
été actualisé, GAVA a aussi continué à publier des lignes directrices opérationnelles sur la façon spécifique d'administrer la supplémentation en vitamine A aux enfants d'âge préscolaire dans le contexte de la COVID-19 et à la lumière de ces directives. De plus en plus de pays tentent de trouver le juste équilibre entre la prévention de la propagation de la COVID-19 et la réduction au minimum des perturbations sur les services essentiels de santé maternelle et infantile. Nous savons que la situation de la COVID-19 est versatile dans de nombreux pays, de sorte que des efforts de rééquilibrage sont nécessaires au fur et à mesure que de nouvelles informations sur la propagation du virus et sur les mesures de contrôle émergent. Nous savons qu'il n'y a pas d'équilibre parfait à appliquer dans chaque pays. Néanmoins, la déclaration mise à jour de GAVA offre aux pays quelques principes directeurs pour les aider à trouver un équilibre raisonnable compte tenu de leur contexte social. Et ces principes directeurs s'articulent autour de deux points essentiels. Concernant le cas où le pays déciderait de faire la supplémentation en vitamine A à travers les services de routine, les facteurs locaux et le contexte local doivent guider les décisions sur le moment et la meilleure façon de fournir la supplémentation en vitamine A, de même que d'autres services, en même temps que d'autres services de santé et de nutrition essentielle aux enfants. Et dans la mesure du possible, faire en sorte qu'un ensemble de services essentiels de santé soit fournis en même temps, tout en maintenant les mesures de prévention et de contrôle de la COVID qui sont recommandées par l'OMS et les différents pays en fonction de leur contexte. Dans les cas où le pays déciderait de faire les campagnes, il faudrait peser les risques par rapport aux avantages ou non de faire cette campagne. Et on sait qu'il y a des risques associés au fait de ne pas donner la vitamine A, en particulier par rapport à la morbidité et la mortalité des enfants. Mais nous savons aussi qu'il y a des risques associés à la distribution de la vitamine A si nous ne prenons pas les mesures appropriées de prévention de la contagion de la COVID-19. Au cas où les programmes de supplémentation en vitamine A, pour une raison ou une autre, sont temporairement suspendus ou leur portée limitée en raison des contraintes au niveau des systèmes de santé, les pays devraient dès maintenant se préparer à une intensification et planifier le rattrapage de la supplémentation en vitamine A dès que les conditions le permettraient. Et pour aider à la prise de décision, au niveau de GAVA, GAVA a développé un cadre commun susceptible d'aider dans la prise de décision dans le contexte de la COVID-19. Nous savons que les campagnes de supplémentation sont assez efficaces pour nous permettre d'atteindre de très forts taux de couverture jusqu'à 80 ou plus % des enfants de 6 à 9 mois, de 6 à 59 mois, ce qui nous permet de réduire de façon efficace la morbidité et la mortalité chez les enfants dans les zones où la carence en vitamine A est assez élevée.
Pourtant, nous savons que de nombreux pays ont dû reporter ces campagnes en raison des mesures de prévention, y compris la nécessité de faire de la distanciation physique pour réduire la transmission de la COVID-19. Avec la pandémie de la COVID-19, il peut donc s'avérer difficile pour les pays touchés par une prévalence élevée de carence en vitamine A et une mortalité infanto-juvénile élevée de déterminer et de prendre la meilleure option. Il peut être complexe d'évaluer les avantages d'une intervention sûre et efficace qui réduit la mortalité et la morbidité par rapport au risque d'augmentation de la transmission d'une nouvelle maladie qui pourrait peser sur les services de santé essentiels. Le point de départ serait alors une analyse des risques et avantages en examinant en détail les données épidémiologiques et évaluer les conséquences à court et moyen terme de la mise en œuvre ou du report de la campagne de supplémentation en vitamine A sur la santé des enfants et sur les potentiels risques d'aggravation de la transmission de la COVID-19. Il est important de tenir compte aussi dans cette analyse des spécificités intranationales parce que la situation dans une région, une province, un district pourrait être différente de la situation au niveau des autres zones. Cette analyse doit apprécier la capacité du pays à mettre en œuvre en toute sécurité, en toute efficacité la campagne. Il faudrait aussi apprécier la suffisance des ressources humaines, ressources matérielles telles qu'équipements de protection, équipements de transport, capacité de surveillance de l'explosion de la COVID-19 suite à l'organisation de la campagne et aussi en même temps estimer l'impact sur la santé publique de ne pas mener la campagne de supplémentation en vitamine A. Il faut prendre en considération aussi la pression que pourrait exercer l'organisation d'une campagne sur les services de santé et les perturbations que ça pourrait apporter au niveau de la capacité de ces services de santé à répondre aux besoins de prise en charge et de prévention de la COVID-19. Évaluer le niveau d'engagement des communautés, comment elles perçoivent les risques par rapport à la COVID-19 et se préparer à comprendre les besoins à estimer les besoins de communication sur les risques si la situation de la COVID-19 est aggravée en raison de la décision de mettre en œuvre cette campagne. De toute façon, il faut poser toutes ces informations par rapport au risque potentiel d'augmenter la transmission de la COVID qui serait associée à la campagne de la supplémentation en vitamine A. Les questions essentielles pourraient inclure de voir quel serait le scénario de transmission de la COVID-19 dans le pays ou la zone considérée, quel serait le type ou le niveau de mesures de contrôle et d'intervention qui serait imposé par le gouvernement et quel est le respect, jusqu'à quel niveau la collectivité respecte-t-elle ces mesures édictées par les autorités. Donc, sur la base de cette analyse de risque-bénéfice, de concert avec les autorités sanitaires, vous pourrez alors déterminer la ligne de conduite la plus appropriée à prendre, eu égard à la situation épidémiologique de la COVID-19 et aux besoins de protéger les enfants. Je vous remercie, Anne-Sophie. Merci. Merci à vous, Banda, pour cette présentation qui a été très riche. Je vois que nous commençons à recevoir des questions dans la zone de Q&A. Merci beaucoup pour vos contributions. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions. Celles-ci peuvent aussi être très utiles pour les autres participants.
Donc, évitez encore une fois d'utiliser la zone de chat pour poser vos questions. Utilisez plutôt la zone de Q&A. La prochaine présentation sera réalisée par David Doledec, que vous voyez donc sur l'écran. David est responsable régional des programmes de supplémentation en vitamine A pour Helen Keller International, donc en Afrique. Il travaille en particulier sur des questions de vitamine A, comme je le disais, et il va nous décrire en détail le contenu de la guidance opérationnelle. À vous, David. Bonjour à tous, merci Anne-Sophie. Je vais essayer d'aller dans le détail sans prendre trop de temps pour qu'on puisse avoir suffisamment de temps pour les questions. Donc juste pour entrer directement dans le vif du sujet, pourquoi est-ce qu'on a fait ce guide? C'est vraiment pour assurer la sécurité des distributeurs, des travailleurs de santé, qu'ils ne soient pas contaminés dans le cadre de leur travail, mais aussi pour assurer la sécurité des familles, des membres des communautés. La contamination peut se faire de l'agent de santé vers des familles, mais aussi entre familles si on a organisé un attroupement par exemple, comme c'est souvent le cas pour les campagnes classiques. Donc notre objectif vraiment avec ce guide, c'est d'assurer la sécurité de tout le monde. Le guide est vraiment conçu dans ce sens et donc en utilisant les mesures principales édictées par l'OMS pour assurer la sécurité des soins de santé primaires, à la fois sur le plan de la distance physique, on va assurer que les distributeurs, les agents de santé restent à une distance sécuritaire les uns des autres déjà, mais aussi des familles et des membres des communautés. On va essayer d'assurer une hygiène des mains systématique avant et après chaque soin. On va essayer de détecter les signes de la COVID-19 à la fois chez les agents de santé, mais aussi chez les membres des communautés. Équiper de manière adéquate en matériel de protection les agents de santé. Et enfin, utiliser les meilleures pratiques possibles pour la fourniture de la SVA. Donc encore une fois, tout le guide s'articule autour de comment on peut continuer à distribuer la SVA en respectant les mesures de contrôle et de prévention de l'infection. Concrètement, le guide est organisé en 3 grandes parties et il travaille sur les 3 aspects principaux de la planification et de la mise en œuvre de la SVA dans le contexte de la COVID-19. Une première section qui parle de la préparation de la fourniture de la SVA et qui décrit les actions essentielles à la planification. On ne va pas organiser et on ne va pas planifier et préparer une campagne de SVA de la même manière désormais qu'on le faisait il y a un an. Une deuxième section qui rentre beaucoup plus dans le détail sur des possibilités, des exemples de comment est-ce qu'on peut assurer l'administration directe de la SVA aux enfants de 6 à 59 mois dans le respect des mesures de contrôle et de prévention de l'infection. Et une troisième section qui décrit les principales considérations pour la mise en place et la réalisation de la distribution de la SVA, en séparant à la fois la possibilité de le faire au niveau des ménages, mais aussi sur site fixe. Et on a inclus à la fin effectivement des annexes qui nous montrent un tableau comparatif entre comment séparer l'administration entre celle qui se fait par les agents de santé et celle qui se fait par les parents, et en donnant ensuite deux éléments, des outils de formation un peu pour chacun de ces cas de figure. Donc pour commencer, il faut s'assurer un environnement favorable avant qu'on puisse travailler avec les ministères de la Santé, avant que le ministère de la Santé puisse organiser une distribution de SVA dans un contexte tel que nous le vivons. Il faut s'assurer que la SVA fait partie du paquet d'interventions essentielles. Et donc, c'est quelque chose sur lequel on peut travailler par le plaidoyer, par la coordination avec les partenaires. Il faut aussi s'assurer que tous les guides qui existent soient mis à jour pour une distribution qui sera différente. Si notre stratégie va être différente aujourd'hui, il faut que ça soit validé par des guides nationaux. Ces guides ont été réalisés dans la plupart des pays pour expliquer comment est-ce que les soins de santé primaire vont être adaptés
dans le contexte de la Covid-19 et il faut que la SVA y apparaisse. Si aussi on décide de demander à des agents de santé différents des agents habituels de distribuer la SVA, par exemple les relais communautaires, il faut aussi que ça apparaisse au niveau des guides nationaux. Et un élément important, c'est que tout ce qu'on décrit ici dans le guide et dans cette discussion doit rentrer dans le cadre légal et politique du pays. Il n'est pas question d'aller à l'encontre des politiques nationales, il faut plutôt essayer de voir comment est-ce qu'on peut aider le pays à adapter ses politiques nationales pour s'assurer qu'on puisse distribuer la SVA, mais qu'on le fasse en totale sécurité. Une chose aussi qu'il va falloir faire, c'est préparer les personnels de santé. Et dans ce travail de préparation, il faut décider qui va distribuer la SVA. Et après aujourd'hui, après lecture du guide et après la discussion, vous aurez sans doute on espère en tout cas, une meilleure idée de comment est-ce que vous pouvez organiser votre distribution et de qui va pouvoir distribuer. Selon les pays, selon les approches utilisées par le passé, vous avez des cadres totalement différents. Or, il faut d'abord commencer par décider donc qui va distribuer les relais, des personnes employées, comme ça se fait dans beaucoup de pays en cas de campagne de masse, ou alors les travailleurs des services de santé. Ensuite, il va falloir décider quel mode d'administration. Et on va discuter de ça un peu plus, mais est-ce que c'est le parent qui va administrer, qui va mettre les gouttes de vitamine A dans la bouche de l'enfant, ou est-ce que c'est un agent de santé? Et ensuite, il va falloir bien se préparer sur quels seront les besoins de formation. Il va falloir former nos agents de santé aux spécificités de la nouvelle mode de distribution, du nouveau modèle de distribution, mais aussi il va falloir changer la manière dont on forme les gens. Il n'est plus question d'organiser des formations à 50 dans une salle pendant 2 jours. Là, il va falloir en fait sortir, il va falloir créer de la distance sociale entre les personnes formées, mais aussi entre les personnes formées et le formateur. Et on l'a fait, par exemple, au Kenya il y a quelques semaines. Il a fallu le faire en tout petit groupe de travailleurs communautaires, et donc ça a impliqué de multiplier en fait les séances de formation. Ce qu'il va falloir aussi adapter, c'est la mobilisation communautaire. D'abord, si on a changé la manière de distribuer et de faire des campagnes, il faut que les gens le sachent. Il faut que les gens sachent où et comment est-ce qu'on va faire la distribution. Il faut aussi rassurer les gens. Ce qu'on voit dans beaucoup de pays, c'est que la fréquentation des services de santé a baissé dramatiquement. Or, il faut rassurer les gens qu'on va distribuer la vitamine A, qu'on va le faire en totale sécurité, que les distributeurs seront protégés, qu'ils auront des désinfectants, des masques. Il faut vraiment qu'on puisse en fait sensibiliser la population. Il faut aussi sans doute adapter les messages clés de la SVA en y intégrant peut-être des messages de sensibilisation des populations sur quoi faire s'ils ont des symptômes du Covid et comment réagir. Donc il y a tout un travail à faire sur l'adaptation de la mobilisation communautaire. Et également, cette mobilisation communautaire doit se faire dans le respect des mesures de contrôle et de prévention. Un élément important, c'est évidemment la chaîne d'approvisionnement. C'est quelque chose qui est complexe et sur lequel vous travaillez tous à chaque fois que vous organisez une campagne de distribution en routine. Là, en fait, dans beaucoup de pays, la situation et le contexte de la Covid-19 peut faire que la chaîne d'approvisionnement soit compliquée. S'il y a des blocages de transport, par exemple, il va falloir s'assurer qu'on trouve un système pour quand même envoyer les capsules de vitamine A sur le terrain. Ensuite, comment est-ce qu'on va les distribuer jusqu'aux travailleurs communautaires, par exemple? Il va y avoir tout un travail à faire en amont, une réflexion à avoir pour s'assurer que les capsules arrivent aux destinataires dans un échéancier acceptable. Et puis, il y a aussi, comme on va le voir, un certain nombre d'équipements qu'il va falloir ajouter, les masques, les désinfectants, des savons par exemple, sur lesquels il va falloir travailler. Ce n'est pas forcément disponible dans tous les pays au niveau local, donc il y a peut-être un achat à faire au niveau national. On recommande de tout acheter, tout ce qu'on peut en tout cas acheter au niveau local, mais ce n'est pas forcément faisable. Donc, il y a tout un travail à faire en amont. Et puis, dans la préparation, il y a tout ce qui est supervision et monitorage. On ne va pas pouvoir faire comme on fait dans certains pays, d'envoyer des hordes de moniteurs pour vérifier que tout se passe bien sur le terrain. Là, en fait, il faut
limiter le nombre de personnes qu'on envoie sur le terrain. L'OMS est très clair dans ses recommandations. On envoie sur le terrain au contact des gens les personnes qui donnent un service concret, comme la vitamine A par exemple, la vaccination. Donc on ne peut pas faire d'enquête de couverture, on ne va pas pouvoir faire de supervision directe, mais il y a d'autres solutions. Il y a beaucoup d'expériences dans beaucoup de pays sur l'utilisation des téléphones, sur l'utilisation des groupes WhatsApp, par exemple, entre un superviseur et les équipes de terrain, pour que l'information et la communication entre le superviseur et le supervisé puisse se faire de manière efficace. On teste dans certains pays en ce moment la possibilité de faire des enquêtes par téléphone, d'appeler les gens et de savoir est-ce que vous avez bien reçu la vitamine A. Donc, il y a des solutions. Et donc la situation aujourd'hui ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire du point de vue de supervision et monitorage. Alors, je vais rentrer un peu plus dans le détail de la manière dont on va proposer l'administration directe de la vitamine A. Et cette administration, comme je le disais, peut se faire selon deux modèles. J'essaie de changer. Voilà. Et tout va dépendre en fait de la disponibilité des masques médicaux. Les recommandations de l'OMS, de l'UNICEF, de GAVA sont assez claires. Il faut qu'on maintienne la distance physique et la protection de chacun le plus possible. Or, le problème, comme vous voyez sur cette photo, il n'y a pas 36 manières d'administrer la vitamine A aux enfants. Il faut presser la capsule dans la bouche des enfants. Et ça, c'est le moment où en fait la distance sociale ne peut pas se faire. C'est un peu comme quand on va vacciner un enfant, on ne va pas pouvoir le vacciner à distance. Donc, le plus possible, on va demander au distributeur de rester à au moins 1,50 m des enfants, mais lors de l'administration directe des gouttes de vitamine A, il faut qu'il y ait contact. Pas forcément contact physique, parce qu'on n'est pas obligé de toucher directement l'enfant, mais on va avoir le distributeur qui se rapproche en tout cas de l'enfant à ce moment-là. Notre recommandation, c'est que si vous avez un masque médical, si vous avez la capacité de donner aux distributeurs un masque médical, alors vous pouvez... J'arrive pas à changer ma... Vous pourrez avoir une distribution qui se fera par l'agent de santé. Si vous ne pouvez pas, je suis désolé, j'ai des difficultés à changer. Voilà. Si vous ne pouvez pas, à ce moment-là, on demandera à ce que ce soit le parent qui donne les gouttes de vitamine A. Et on va expliquer un petit peu plus en détail ce que ça veut dire concrètement. Juste un petit exemple. Hop là, je suis passé. Un petit exemple de comment ça se passe. Ces photos-là ont été prises au Kenya, par exemple, où vous voyez le distributeur qui reste à distance. Le soin se fait à l'extérieur du foyer. Et en fait, le distributeur explique à la famille ce qui va se passer et reste le plus souvent en distance. Avant de commencer, donc vous voyez, le distributeur se rend au niveau du foyer, appelle les personnes à sortir de leur foyer, il reste à côté, chacun garde une distance respectable. La première chose que le distributeur va faire, c'est de vérifier si il y a des signes de la maladie dans le foyer. Pas pour décider si l'enfant doit recevoir la vitamine A ou pas, parce que même si l'enfant est positif, il doit recevoir la vitamine A, et je dirais même plus, encore plus s'il est positif, il devrait recevoir la supplémentation, mais plutôt d'abord pour guider la famille sur ce qu'elle devrait faire, et aussi pour s'assurer que le distributeur en fait s'assure de sa protection le plus possible en cas de symptômes. Et on n'aura pas forcément la capacité de donner un thermomètre à chaque distributeur dans le pays. On va plutôt regarder les signes, la toux, la fièvre et choses comme ça en fait qui pourront indiquer au distributeur si il y a des traces de la maladie dans le foyer. Concrètement, les prochaines diapos vont être
vont nous permettre de voir un petit peu plus concrètement comment faire. On a divisé en deux, à la fois pour expliquer l'administration par l'agent de santé ou par le parent. Beaucoup d'étapes sont les mêmes, il y en a quelques-unes en plus pour les parents, comme vous allez le voir. Dans les deux cas, il faut que le distributeur demande aux parents de fournir le carnet de santé ou la carte en fonction de ce qui se fait dans le pays. Si on est chez les gens, en fait, le mieux c'est de leur demander de sortir une chaise et puis que le parent pose la carte sur la chaise, se recule et le distributeur va à son tour, lui, près de la chaise pour vérifier l'âge de l'enfant et voir quand est-ce que l'enfant a reçu sa dernière dose. Étape en plus au niveau de l'administration par le parent. Dans ce cas-là, le distributeur aura un petit plateau et qu'il désinfecte évidemment entre chaque foyer. Et il posera sur ce plateau une paire de ciseaux et une capsule de vitamine A qui sera coupée par le parent. Alors, dans les deux cas, évidemment, aussi, l'étape suivante, c'est que chacun se lave les mains. S'il y a du savon, s'il y a un tipi-tap ou voilà, comme vous voyez sur la photo, quelque chose qui permet aux deux de se laver les mains, on insistera pour qu'ils le fassent. Sinon, on utilisera des gels hydroalcooliques. Étape suivante, évidemment, quand vous êtes agent de santé, que c'est vous qui donnez, vous coupez la capsule avec un ciseau. C'est le numéro 3 ici sur la gauche. Si il n'existe pas de masques médicaux pour les distributeurs, on aura posé la capsule, le distributeur aura posé la capsule et les ciseaux sur un petit plateau sur la chaise et demandera, en se reculant, lui, le distributeur, demandera aux parents de venir, de couper la capsule. Et ensuite, donc, de procéder à l'administration. Donc, comme vous le voyez, si c'est le distributeur qui peut donner, on demande juste comme d'habitude à la maman ou au papa de tenir l'enfant, la bouche ouverte. Le distributeur se rapproche pendant quelques secondes pour presser la capsule dans la bouche de l'enfant et repart à distance de l'enfant et du parent. Si c'est le parent qui doit donner la vitamine A, comme on l'indique, s'il n'existe pas de masque pour protéger l'agent, à ce moment-là, la chose est la même. Le distributeur guide le parent dans chaque étape, lui explique bien comment faire. Et ensuite, le parent devra remettre à la fois la capsule et le ciseau sur le plateau, sur une chaise. Et on nous a demandé dans le webinaire précédent, en fait, comment on fait si on a un enfant de 7 ou 8 mois. Effectivement, c'est pas forcément évident pour le parent de couper plus d'ensuite d'administrer. À ce moment-là, on pourra demander à un frère, une sœur ou un autre membre du foyer de venir aider le parent présent. Dans les deux cas, on jette la capsule vide à la fin. S'il y a une poubelle au niveau du foyer, on s'assure que les personnes les jettent. Sinon, les distributeurs doivent avoir un sac ou un conteneur pour récupérer les capsules. Quelques éléments pour finir sur ces aspects. Dans un cas comme dans l'autre, il faudra que le distributeur remplisse, donc comme il le fait d'habitude, le carnet de santé ou la fiche, donc va le faire en respectant les distances, soit sur une chaise, soit sur une table en fonction de ce qui a été. Et dans les deux cas, évidemment, le lavage des mains est indispensable pour tout le monde à la fin du service. Quelques minutes pour discuter des différentes modalités et insister vraiment sur la distance sociale qu'on distribue au foyer ou en site fixe. On peut tout à fait réfléchir si, par exemple, on n'a pas les travailleurs communautaires, les relais communautaires disponibles pour aller en porte-à-porte dans tout le pays. Les infirmiers, les membres des centres de santé ne pourront pas visiter tous les foyers. Donc, il faudra sans doute organiser au niveau de sites fixes, soit en stratégie avancée, en stratégie fixe. Dans ces cas-là, de toute façon, on gardera quand même la distance physique avec une table qui séparera en stratégie fixe le distributeur du parent. Et au foyer, on reste debout, assez loin les uns des autres, le plus possible.
Si c'est le parent qui doit distribuer, on gardera le même système avec une sorte de système en triangle au niveau du foyer ou au niveau du site fixe pour s'assurer en fait que quand l'un s'approche de la table ou de la chaise, l'autre s'écarte. Donc en résumé, rapidement, vous aurez bien compris, la grande différence entre les deux modes de distribution, c'est la question des masques. Il faut qu'on protège les uns et les autres. Si on a des masques médicaux, les agents de santé doivent les utiliser, mais maintenir la distance physique le plus possible, sauf quand la capsule est pressée dans la bouche de l'enfant et ça ne dure que quelques secondes. L'hygiène des mains est absolument indispensable. Il faut des désinfectants pour chaque équipe de distribution qui se rend sur le terrain. Et cette méthode par l'agent de santé est évidemment la méthode préférée. Et donc, on insiste vraiment sur l'achat des masques médicaux pour tous les distributeurs. Si on n'a pas de masque, ce n'est pas une raison quand même pour ne pas donner la vitamine A aux enfants. Ce n'est pas très compliqué de presser la capsule dans la bouche de l'enfant avec le distributeur ou l'agent de santé qui guide le parent. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas en fait fournir la SVO aux enfants. Juste quelques points en plus pour la planification des distributions en site fixe. Comme vous voyez, ça c'est une campagne qui a eu lieu au Népal il y a quelques semaines. Il faudra adapter évidemment le site, probablement faire la distribution un peu plus loin que les services de consultation pour ne pas que les gens se mélangent, et avoir un vrai circuit peut-être en cercle pour que les gens qui rentrent ne rencontrent pas ceux qui sortent, avoir peut-être une entrée, une sortie séparée. Il faudra aussi éviter les attroupements, donc augmenter le nombre de jours et le site de distribution pour qu'on ait qu'un petit nombre de personnes, s'assurer que les gens gardent une distance sociale, donc faire un marquage au sol. Alors, si vous êtes dans les Hermes, ça ne va pas être forcément évident, mais il y a toujours des solutions pratiques. En fait, c'est beaucoup de bon sens qui vont permettre de garder les gens loin les uns des autres. Mesures de température systématiques pour un triage, pour que des gens qui auraient des signes de la Covid-19 ne restent pas dans la queue avec les autres. Et puis, autant que possible, fournir un paquet de services, pas simplement la vitamine A, comme ça, l'effort de distribution, et ça marche aussi au niveau des foyers, est beaucoup plus coût efficace et beaucoup plus viable. Et évidemment, des points de lavage des mains et de lavage des mains et de désinfection à presque tous les postes en fait, de la distribution. Je vais m'arrêter là, on aura l'occasion de répondre à des questions s'il y en a, et puis je repasse la main, j'espère que je n'ai pas été trop vite, mais je repasse la main à Anne-Sophie. Merci David pour cette présentation qui était vraiment très intéressante et très pratique aussi. N'hésitez pas à poser vos questions à David dans la zone de Q&A. Je vois qu'il y a beaucoup de questions. Certaines sont encore ouvertes, d'autres ont été déjà répondues. L'équipe continue à les traiter et on va aussi en discuter de certaines oralement, si le temps le permet. Nous allons maintenant passer à la dernière session de ce webinaire qui va permettre justement d'apporter des réponses à vos questions. Et nous allons commencer à question. Next. Sachez que dans le même temps, donc l'équipe du webinaire continue à répondre en live. Donc, vous pouvez aussi garder un œil sur la zone de Q&A. Donc, ici, nous avons différentes questions qui ont été posées avant le webinaire et qui ont été assez récurrentes. Donc, nous avons voulu y apporter des réponses de façon orale. La première question est la suivante. Pourquoi vous conseillez de supplémenter en vitamine A les enfants suspectés ou atteints de la Covid-19? Y a-t-il une raison quelconque de ne pas supplémenter en vitamine A un enfant durant la pandémie de Covid-19? Banda, peut-être que vous souhaitez répondre à cette question? Ok, merci Anne-Sophie et merci pour cette
Excellente question. Je pense que, comme on l'a dit, il ne faut pas qu'on oublie que la COVID-19, même si elle est vraiment très, très dangereuse pour nous tous, elle survient aussi dans un contexte déjà préétabli, où nous savons que la mortalité infanto-juvénile est assez élevée, et aussi de même que la carence en vitamine A. Ce qui fait que les enfants sont exposés à des risques de morbidité et de mortalité liés à d'autres problèmes de santé. Je vais citer juste la rougeole qui pourrait ressurgir en raison de la diminution de la couverture vaccinale résultant de l'impact de la COVID sur les services de santé. Et nous savons que 2 doses de vitamine A espacées de 4 à 6 mois peut réduire jusqu'à 12% au minimum la mort des enfants, toutes causes confondues, dans les milieux où la carence en vitamine A est un problème de santé publique. De plus, à l'état actuel des choses, il n'y a aucune preuve que la supplémentation en vitamine A puisse augmenter la morbidité ou la mortalité liée à la COVID-19. Donc, ce qui fait que vraiment, il est fortement conseillé et recommandé de continuer à supplémenter les enfants, même s'ils sont suspectés ou atteints de la COVID-19. Merci. Merci beaucoup, Banda, pour cette réponse exhaustive. Nous avions une deuxième question qui nous disait ceci. Les pays ont-ils jusqu'à présent réussi à maintenir des couvertures de supplémentation en vitamine A à travers leur système de routine? Pouvez-vous nous donner quelques exemples? Peut-être que Banda, vous pouvez déjà commencer à répondre à cette question également. À vous. Ok, d'accord. Merci encore une fois Anne-Sophie et merci pour celui ou celle qui a posé cette excellente question. Avec la pandémie de la COVID-19, nous savons que la supplémentation en vitamine A, à l'image des autres services essentiels, a été perturbée. En effet, l'offre de santé a été affectée par la fermeture des frontières entre les régions et, dans certains cas, entre les districts. L'indisponibilité des équipements de protection pour les travailleurs de la santé et le passage d'un mode de campagne à la supplémentation de routine dans certains pays sans préparation. En Afrique de l'Est, par exemple, l'absence des services de santé et de nutrition pour les enfants a entraîné une diminution de la couverture en supplémentation en vitamine A au premier semestre 2020 par rapport au premier semestre de 2019. Des données sont actuellement en cours de compilation, mais d'après une enquête en ligne menée toujours en Afrique de l'Est, il semblerait que le nombre absolu d'enfants sera beaucoup plus faible pour le premier semestre de 2020, ce qui est totalement incompréhensible. Une situation similaire est certainement anticipée en Afrique de l'Ouest aussi, où les données pour le premier semestre sont en cours de consolidation. Peut-être Anne-Sophie, toi qui es toujours très présente au niveau de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, tu peux aussi peut-être partager des exemples de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Merci. Merci beaucoup, Banda. Pas beaucoup de meilleures nouvelles que ce que tu as eu à nous dire. Malheureusement, la tendance qu'on anticipe est une baisse des couvertures pour la supplémentation en vitamine A. Heureusement, quand même, une note positive avec quelques pays dans la région qui ont déjà réussi à mettre en œuvre des campagnes de supplémentation en vitamine A dans ce contexte qui pose beaucoup de défis. Je citerai par exemple la République du Congo, on pense aussi au Mali ou Burkina Faso, sans être exhaustive. Donc, ça nous montre qu'on peut vraiment mettre en œuvre les activités
Et c'est pour cela que cette guidance opérationnelle arrive à point nommé, à un moment où nous avons encore l'opportunité de rattraper pendant le mois de juillet, pendant le mois d'août, les premiers tours de supplémentation. Donc, on croise les doigts pour que la situation s'améliore. Merci Banda. Je vais passer donc à la troisième question. Donc, cette question était la suivante. L'administration par le parent semble risquée. Pourquoi GAVA recommande ce modèle alors qu'il y a des risques? Très bonne question. Peut-être que David, vous souhaitez essayer d'y répondre? Oui, je veux bien essayer. C'est vraiment une question de mesurer les risques, en fait. On sait que la supplémentation en vitamine A réduit fortement le risque de mortalité de l'enfant. On est dans un contexte de pandémie où la qualité du système immunitaire est vraiment essentielle pour les enfants. La vitamine A a un rôle essentiel, même s'il n'y a pas d'études qui ont montré un lien entre la supplémentation et la COVID-19. On sait que la vitamine A renforce le système immunitaire. Donc, on sait que la supplémentation en vitamine A est très importante. Après, on veut éviter à tout prix que la distribution contribue à la propagation de l'épidémie. Donc, c'est vraiment une question de mesurer le pour et le contre. Or, on ne pense pas que ce soit si risqué d'avoir une administration par le parent, dans la mesure où si vous formez bien vos travailleurs communautaires et qu'ils puissent accompagner le parent dans les gestes simples, couper le bout de la capsule et la presser dans la bouche de l'enfant, les risques sont quand même très minimes. Mais effectivement, ça demande une formation et ça permet quand même que l'enfant ait une supplémentation en vitamine A, alors que les masques sont quand même une denrée rare dans beaucoup de pays et qui ne devrait pas, en fait, cette rareté ne devrait pas empêcher les enfants d'être supplémentés. Merci. Anne-Sophie, je voudrais juste ajouter à ce que David a dit qu'il est important que même si on donne aux parents, on demande aux parents d'assurer cette supplémentation, que cela soit sous la surveillance de l'agent de santé ou de l'agent de santé communautaire. Merci. Pour minimiser les risques. Merci beaucoup, donc David et Banda, pour cette réponse. Nous avions pas mal de questions. Vous voyez, on est déjà à la 4e et il y en a encore. Donc, je pense que le sujet intéresse. Une autre question qui a été assez récurrente était la suivante. Est-ce que la pandémie peut être une raison pour accélérer la transition des campagnes vers la routine? Banda, vous avez peut-être une réponse? Oui, je vais essayer. Je pense que on a vu qu'il y a beaucoup de pays qui pensent à transiter de campagne à la routine. Et avec la situation de la COVID-19, je dirais que bien que l'utilisation des services de santé de routine puisse être utilisée pour assurer la continuité de la supplémentation en vitamine A pendant cette période, en tout cas sur la base de l'expérience que nous avons avec les pays que nous soutenons par rapport à la transition de la supplémentation des campagnes à la routine, notre expérience nous montre que cela nécessite une approche beaucoup plus systémique et qui ne peut être faite malheureusement dans une situation d'urgence comme celle que nous vivons actuellement avec la pandémie. La transition de la campagne à la routine nécessite, de notre point de vue, plus de temps. Et ce temps est nécessaire pour pouvoir analyser la situation, élaborer des plans bien articulés en fonction du niveau de préparation, en tout cas jusqu'à quel niveau le système de santé concerné peut passer des campagnes à la routine, surtout en maintenant des taux de couverture assez élevés. Et nous avons vu aussi que si tu fais cette transition,
ce serait bien de le faire, de faire la mise en œuvre étape par étape, avec un monitorage régulier et une analyse des données afin de faire les ajustements nécessaires au fur et à mesure que vous mettez en œuvre cette transition. C'est ainsi qu'on pourrait vraiment transiter à la routine en gardant des forts taux de couverture. Donc, je pense que cette situation peut aider à entamer la réflexion et à accélérer le processus de passage de la campagne à la routine, mais cela nécessite plus de temps que je ne pense pas qu'on puisse faire dans cette situation d'urgence que nous vivons actuellement. Merci. Merci Banda. Effectivement, nous retenons que cette situation d'urgence qui pose beaucoup de défis peut donc être une opportunité pour bâtir et aller de l'avant avec nos programmes de routine, mais qu'il faudra plus de temps, comme vous le dites. Donc la prochaine question est la suivante. Dans la plupart des pays, la vitamine A est distribuée avec le déparasitant. Est-ce que cela change la stratégie? Et effectivement, nous avons vu dans la zone de Q&A que plusieurs des participants ont posé des questions sur le couplage déparasitant et vitamine A. Donc, c'est l'occasion ici d'apporter quelques éléments de réponse. Je pense que David pourrait nous aider avec ces questions. À vous, David. Ok, merci. Oui, on est la campagne, les photos que vous avez vues sur la campagne au Kenya ou au Népal intégraient le déparasitant, comme ça se fait de manière traditionnelle pour toutes les distributions. Donc, au contraire, rien ne change à le bénéfice. Il y a une question dans les Q&A sur le couplage. En fait, c'est toujours intéressant d'avoir un couplage de plusieurs services. D'abord, d'un point de vue coût-efficacité, mais aussi ça augmente l'attractivité du paquet offert. Donc, surtout si vous travaillez en stratégie fixe, c'est quelque chose qui est forcément intéressant et qui a un effet qui se cumule en fait entre le déparasitant et les vitamines A pour la réduction de la mortalité chez les enfants. Donc oui, tout à fait. Ça ne change pas forcément le mode de distribution entre les deux en fait. Merci beaucoup, David. Donc, on retient effectivement que le principe de coupler les interventions et de saisir donc les opportunités de contact pour offrir des paquets assez complets d'interventions nutritionnelles et autres demeure dans le contexte du Covid. Donc, la prochaine question donc, est assez longue, mais très intéressante aussi. Donc, vous allez la suivre avec moi. Elle dit ceci: le cadre décisionnel mentionne la situation épidémiologique. Qu'en est-il de la densité de population? Par exemple, quelle est la modalité sûre pour mettre en œuvre donc, la supplémentation en vitamine A dans un pays où la population est très dense comme le Bangladesh? Et à l'inverse, quelle est la modalité sûre pour atteindre les enfants de moins de 5 ans dans les zones difficiles d'accès? Donc, c'est une question qui venait donc d'Asie, mais qui s'applique aussi dans le contexte de certains pays francophones de la sous-région, où on a pas mal de zones urbaines fortement peuplées et aussi beaucoup de zones plus difficiles d'accès et moins peuplées. Donc, cette question pourra être répondue peut-être par Banda. Merci encore une fois, Anne-Sophie. Je pense que les zones, comme tu l'as dit, particulièrement en zone urbaine où les densités de la population sont assez élevées, le respect de la distanciation physique peut être difficile à assurer. Mais comme j'entends nos collègues de la réponse dire, le respect des mesures barrières est essentiel, quelles que soient les conditions. Et ça passe par, quelle que soit la densité de la population, assurer que les mesures de protection individuelle telles que le port de masques, la désinfection des mains, la distance minimale entre ceux ou celles qui amènent les enfants
sont respectées, sont extrêmement importantes. Et de mon point de vue, dans les zones où les densités sont très élevées, une des solutions serait peut-être d'augmenter les temps. Si c'est une campagne, si la campagne est prévue, par exemple, pour durer 1 semaine, 5 jours, peut-être qu'au lieu d'1 semaine, 5 jours, faire cette campagne sur 2, 3 semaines, de sorte que vous pouvez planifier par zone ou par quartier ou par communauté ou par groupe de ménages, de sorte que vous pouvez vraiment maintenir le respect de ces mesures barrières. Il est difficile de donner une solution universelle, mais je pense que l'essentiel, c'est de respecter ces mesures barrières. Et je pense que par rapport à la densité de la population, comme j'ai dit, ma suggestion, c'est vraiment une bonne planification et d'avoir la population supplémentée en petits groupes chaque jour ou chaque semaine. Concernant les stratégies par rapport aux zones difficiles d'accès, certaines peuvent avoir besoin d'être comment on dit, porte à porte. Et donc, dans ce genre de réglage aussi, je pense que les étapes recommandées dans le guide opérationnel s'appliquent par rapport à la nécessité de bien mesurer, analyser les pour, les avantages et les risques et voir un peu quelle est la stratégie la plus appropriée. Mais là, encore une fois, le respect des mesures barrières semble être essentiel. Merci. Merci, Banda. David, tu as des choses à ajouter sur ça? Non, merci, Banda. Je pense que tu as fait le tour. Je suis d'accord. Merci, Banda. Donc, on confirme qu'effectivement, la densité de population est un point à prendre en compte dans la planification. Nous allons passer à la prochaine question. Donc, la prochaine question est la suivante. Existe-t-il de potentiels défis de mise en œuvre de la supplémentation en vitamine A et comment la recherche sur la mise en œuvre peut-elle contribuer à les résoudre? Donc là, mon collègue El Hassan va nous apporter quelques éléments de réponse. À vous, El Hassan. Oui, en effet, la mise en œuvre, le contexte de Covid est un défi sans précédent et elle présente plusieurs défis sur la mise en œuvre des programmes de la supplémentation en vitamine A. Ces défis relatifs à la mise en œuvre peuvent inclure l'identification même des points de contact de routine pour la supplémentation, les opportunités et les défis relatifs aussi au modèle d'administration de la supplémentation par les donneurs de soins. Donc, beaucoup de questions ont été relatives à ça. Et les meilleures pratiques pour assurer une supervision efficace qui est un des points sensibles de la supplémentation de monitoring. Pour qu'on puisse, ça ce n'est que pour citer certains qui ont été aussi relevés dans les questions au QLD. Donc, l'identification des opportunités d'apprentissage, comme quelqu'un l'a dit dans le QLD, autour des défis sera crucial pour guider la réponse, mais aussi et surtout à long terme pour renforcer les programmes de supplémentation pour qu'ils soient plus efficaces, durables et plus résilients à d'autres contextes. Merci beaucoup. Et je profite aussi pour répondre à la question relative à l'implémentation de la recherche. Effectivement, dans ce contexte de Covid, nous devrons beaucoup apprendre. Donc, nous devrons assez documenter tout ce que nous faisons, toutes les innovations pour faire face aux défis, mais aussi et surtout, nous devrons mettre en œuvre des recherches pour répondre à certains défis dont nous n'avons pas
les réponses actuelles. Donc, il reste beaucoup de choses à faire et beaucoup de choses à apprendre. Pour ce qui est du couplage de déparasitage et aussi de la supplémentation, cette question a été posée. Effectivement, il existe des évidences là-dessus parce que le déparasitage étant le traitement des parasitoses chez les enfants diminue relativement l'assimilation des micronutriments, alors traitant cette parasitose viendrait à améliorer l'état de santé de l'enfant, d'où une bonne assimilation de cette supplémentation de la vitamine A. Mais nous devrons aussi, à notre niveau, toujours renforcer la documentation et l'apprentissage de ce couplage qui a un avantage aussi en raison de coût d'efficacité. Merci. Merci beaucoup El Hassan pour ces éléments de réponse, donc sur tout ce qui est recherche, génération des évidences. Bien évidemment, dans le contexte du Covid, ça demeure fondamental. Donc, c'est un appel aussi au pays pour non seulement mener des recherches opérationnelles, mais aussi documenter aussi bien les processus que les résultats que vous obtenez sur la supplémentation en vitamine A dans le contexte du Covid. Nous allons passer à la dernière question. En tout cas, la dernière question qui était reçue en amont du webinaire, elle est la suivante. Dans certains pays, les travailleurs communautaires n'ont pas le droit d'administrer la supplémentation en vitamine A. Quels sont les risques et bénéfices de transférer cette responsabilité au relais communautaire? Donc, très bonne question que David pourrait peut-être essayer de répondre. À vous, David. Merci, je vais essayer. Donc en fait, comme les rassemblements sont interdits à peu près partout, il est quand même préférable probablement d'organiser les distributions en porte-à-porte. On veut éviter de faire venir toute la communauté dans des centres de santé aussi où on est quand même le plus susceptible de trouver des cas de Covid confirmés. Donc il vaut mieux en fait amener les soins au niveau des foyers. Après, l'important c'est aussi qu'on puisse former les travailleurs communautaires. Pour faire du porte-à-porte, on ne peut pas se baser sur les infirmiers ou sur les personnels de centre de santé. Ils sont juste pas suffisants. Donc, il est vraiment important qu'on puisse les former correctement. Ça se fait dans beaucoup de pays. Il y a beaucoup de pays. Le Burkina Faso, ça fait plusieurs années qu'ils distribuent, que ce sont des travailleurs, des relais communautaires qui distribuent. Au Kenya, c'est ce qu'on a fait il n'y a pas très longtemps. Avec une bonne formation, ça s'est très bien passé. On n'a pas eu de problème, on n'a pas vu d'augmentation de cas. Et donc, a priori, c'est quelque chose qui peut très bien se faire. Après, il faut effectivement qu'on puisse travailler au niveau du pays pour s'assurer que ces relais aient le droit de distribuer. Donc, il faut que ça soit écrit quelque part dans des politiques nationales, mais c'est tout à fait viable, ça se fait beaucoup. Et donc, quelque chose à réfléchir et à méditer au niveau de chaque pays, mais c'est tout à fait viable et on n'a pas vu de risque supplémentaire en fait à partir du moment où les gens sont bien formés. Au revoir. Merci beaucoup, David. Donc, nous arrivons à la fin de cette période où nous étions en train de regarder les questions qui avaient été préparées ou posées à l'avance. Et il nous reste seulement 2 minutes avant d'arriver à la fin de l'heure du webinaire. Mais je voulais peut-être quand même donner l'opportunité de répondre à une ou deux questions de la zone de Q&A. Il y a une question en particulier qui est revenue à plusieurs reprises. Donc, elle était liée à notre partenariat avec Gavi et comment donc saisir des opportunités de synergie entre GAVA et Gavi. La question était la suivante. Dans beaucoup de pays, il serait indispensable d'envisager des campagnes de rattrapage de vaccination. Et serait-il possible de faire une réflexion allant dans le sens d'avoir une déclaration commune avec Gavi pour les campagnes de vaccination pour que celles-ci soient jumelées à la supplémentation en vitamine A? Au-delà de rationaliser les ressources, cette synergie aura plus d'impact sur la mortalité des enfants. Donc, c'est une question importante et il y a eu donc des questions sur Gavi à plusieurs reprises. Banda, vous pouvez peut-être apporter quelques éléments de réponse? Merci Anne-Sophie, je serai bref et juste dire que vraiment je pense que c'est une question très pertinente et peut-être même une suggestion qui me semble très pertinente.
étant donné que autant la vaccination que la supplémentation en vitamine A, les problématiques sont les mêmes. Les problématiques sont les mêmes, les risques sont les mêmes, les cibles sont les mêmes. Et je pense que d'abord au niveau pays, les collègues de la nutrition devraient se rapprocher des collègues de la vaccination pour essayer de voir dans quelle mesure concrétiser ça d'abord au niveau pays. Et je pense au niveau GAVA aussi, on va réfléchir sur cette excellente suggestion. Merci. Merci beaucoup, Banda, donc, pour ces éléments de réponse. Il nous reste juste malheureusement 1 minute avant la fin du webinaire. Donc, je pense qu'on va avancer vers la fin, malheureusement. J'ai vu qu'il y a beaucoup de questions qui sont venues. Heureusement, je crois qu'on a pu répondre quand même à certaines d'entre elles. J'espère que vous êtes satisfaits des réponses qui sont venues dans la zone de Q&A en live. Sachez qu'on a enregistré donc toutes vos questions et on va continuer donc à les traiter en dehors du webinaire pour essayer de vous apporter donc des réponses et que vous puissiez vraiment avoir tous les éléments pour pouvoir mettre en œuvre la supplémentation en vitamine A. Donc, je vais maintenant passer la parole à Alison pour pouvoir clôturer donc, ce webinaire. Alison, à vous. Merci Anne-Sophie. Je tiens à remercier tous les présentateurs et tous les participants. Vos contributions ont grandement enrichi cette discussion. Le webinaire aujourd'hui nous rappelle l'importance de la SVA pour la suivi de l'enfant dans les endroits où la carence en vitamine A demeure un problème de santé publique. De plus, le grand défi d'administrer 2 doses aux enfants a pris des proportions encore plus grandes dans le contexte de COVID-19. Il faut donc bien planifier et choisir la meilleure option pour administrer la SVA en fonction des taux d'infection et de l'équipement de protection individuelle à votre disposition. Nous espérons que vous avez trouvé ce webinaire utile. Mais dans les prochains jours, nous vous ferons parvenir l'enregistrement et les présentations. Et nous vous invitons aussi à vous rendre sur le site web de GAVA pour vous inscrire au bulletin d'information si vous ne le recevez pas déjà. Le bulletin vous transmettra toutes les mises à jour sur la situation. Donc, au nom des partenaires de GAVA, je vous remercie de votre participation. Merci beaucoup. Merci Alison, merci à tous et bonne fin de journée à vous tous. Merci encore pour votre participation. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.